Donc bonjour, donc on est le MLA, Mouvement de Libération Afro. Donc on va intervenir pour le troisième volet de cet après-midi sur les luttes caribéennes. Donc merci pour l'invitation, c'est bon, vous m'entendez, voilà. Et merci aux intervenants précédents. On va vous parler de mai 67. Donc cette année, on commémore les 50 ans de mai 67. Voilà, des grèves et de leur répression en Guadeloupe. Donc mai 67, un mouvement donc, a été massivement réprimé et qui a fait officiellement 8 morts et près d'une centaine de blessés. La répression elle a été judiciaire également, sous forme de procès. Des procès contre des Guadeloupéens d'abord, qui ont été arrêtés arbitrairement, jugés, arrêtés, enfin torturés aussi, c'est important de le dire, condamnés, et voilà. Et le pouvoir colonial a utilisé aussi les massacres de 67 pour lancer une chasse contre le GONG, donc, qui était le groupe d'organisation nationale de la Guadeloupe, également contre le groupe La Vérité, contre le CPNJG, donc le Comité populaire et national de la jeunesse guadeloupéenne, et contre le journal Le Progrès social, et aussi d'autres syndicalistes, militants. Voilà. Certains ont été jugés en Guadeloupe, et 18 comparaîtront à Paris devant la Cour de sûreté de l'État pour atteinte à l'intégrité de la sûreté nationale. Ouais. Donc quel est le contexte en mai 67 en Guadeloupe ? Je ne vais pas forcément revenir sur la départementalisation, puisque Gary en a parlé tout à l'heure, et puis un peu les réponses répressives qui étaient amenées à l'époque sur des mouvements sociaux, des révoltes. Et aussi le Bumidum, donc, qui a été une réponse pour désamorcer des situations qui étaient explosives dans les colonies départementalisées. Et en Guadeloupe, en 67, la situation est aussi assez tendue. Le secteur de la banane a été durement touché par le cyclone Inès, donc en septembre 66. Et le secteur de la banane donc, reste caractérisé aussi par l'exploitation capitaliste des ouvriers agricoles et des petits exploitants par les usiniers et les exportateurs. Donc les bas salaires, les prix d'achat dérisoires de la production, les conditions de travail extrêmement rudes. Il y a une réforme foncière qui a été amorcée par l'État français en 61, qui amène aussi les petits paysans à s'endetter pour racheter des terres aux grandes sociétés. Et dans le secteur de la canne, on retrouve des problématiques similaires, avec par exemple l'introduction d'une autre mesure qui appauvrit les paysans, comme le paiement de la canne à la richesse, donc au taux de sucre, au taux de saccharine, qui a été introduite en 67. Et avec ça, la concentration industrielle et la mécanisation dans les usines et la fermeture d'usines provoquent des pertes massives d'emplois, donc un chômage vraiment important en Guadeloupe. Et nombre de personnes quittent les campagnes pour aller s'installer en ville, et notamment à Pointe-à-Pitre, où les quartiers populaires très pauvres s'étendent. Donc en 67, le secteur agricole est touché par des protestations régulières, et c'est le cas aussi dans le secteur du bâtiment, qui est en plein essor à ce moment-là, qui connaît des grèves depuis le mois de janvier 67. Et les ouvriers contestent là aussi les salaires bas et les très longues journées de travail. Alors, du côté du militantisme anticolonialiste guadeloupéen, l'année 67, elle est marquée par une certaine effervescence et aussi des tensions indéniables, notamment entre le Parti communiste guadeloupéen et le GONG. Alors, le GONG, c'est quoi ? Le GONG est né en 63 à Paris. En fait, c'est dans une salle prêtée par la FEANF, la Fédération des étudiants africains noirs en France. Une soixantaine de militants anticolonialistes se réunissent et fondent le GONG. Donc il y a des anciens militants de la GEG, l'Assemblée Générale des étudiants guadeloupéens, ou des gens qui y sont encore. Il y a des gens qui sont des travailleurs immigrés, ou bien des personnes qui ont été fraîchement démobilisées d'Algérie. Donc je cite, ça vient un extrait qui vient de ce livre-là, qui est un peu le livre de référence, en tout cas on en parlera plus tard. Rompant avec l'assimilationnisme et l'aplaventrisme des policiers traditionnels, le GONG affirmait que les rapports entre la Guadeloupe et la France n'étaient nullement des rapports d'amour, mais des rapports de domination, de métropole colonialiste à nation opprimée, que la seule issue de cette contradiction, la seule solution à la misère et au sous-développement était la conquête de la souveraineté nationale guadeloupéenne,
pour le Gong, la souveraineté nationale s'accompagnait d'une nécessaire révolution à caractère populaire et démocratique au service des ouvriers et des paysans pauvres. Donc né sur le territoire français, le Gong va prendre pied en Guadeloupe en 64. Donc l'organisation tient des positions qui la placent donc directement en opposition au PCG, qui ne soutient pas du tout la revendication d'indépendance. Et donc le Gong travaille sur le terrain, il mène un activisme de terrain, que ce soit par des campagnes d'affichage, des campagnes de tractage, etc. Il crée son propre journal et il est en passe en 67 de devenir l'acteur, il est l'acteur majeur en fait d'un point de vue de l'espérance des perspectives anticolonialistes en Guadeloupe. Le Gong est l'acteur majeur. Le Gong est aussi en lien avec des organisations anticolonialistes dans d'autres pays, que ce soit l'Algérie ou Cuba, notamment par l'intermédiaire de Sonny Rupert, donc un poète révolutionnaire exilé qui a rejoint le FLN pendant la guerre, qui explique son engagement de la façon suivante. Il a dit que de toute façon, il a senti qu'il allait être appelé pour aller combattre et qu'il avait choisi son front. Et donc son front, c'était celui du peuple algérien. Donc dès la création du Gong, Sonny Rupert devient le représentant à l'extérieur du Gong. Donc après, le contexte au niveau international, c'est la conférence de solidarité des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, appelée aussi tricontinentale, en 66 à Cuba. Il y a de nombreuses guerres coloniales et des répressions. Et il y a dans l'esprit des gens, en mai 67, il y a la répression qui s'est abattue en mars 67 sur les Djiboutiens, opposés au maintien sous domination française des territoires Assar et Issa. Donc le maintien est validé au référendum de mars 67 par 60% des voix. Et donc pendant le mouvement en Guadeloupe, la situation de Djibouti sera évoquée, elle est dans les esprits. Alors, mai 67, comment ça a commencé ? Alors, on ne peut pas parler de la révolte qui aboutit au massacre de mai 67 à Pointe-à-Pitre sans commencer par les événements tumultueux du mois de mars à Basse-Terre. Alors, qu'est-ce qui se passe ce 20 mars-là ? Il y a Raphaël Balzinc, qui est un vieux cordonnier noir, handi et pauvre, qui travaille devant la boutique de chaussures de Sansky, donc qui est un riche blanc propriétaire de ce magasin-là, et notoirement raciste. Et Sansky lance son chien sur Balzinc en disant au chien, que c'est Félix Rode qui raconte ça, va embrasser le nègre. Et le chien se jette sur Balzinc. Et donc à ce moment-là, la foule s'amasse et ça déclenche des révoltes pendant 3 jours. Balzinc part porter plainte. Et le peuple, lors de ces révoltes, manifeste sa colère et son refus d'accepter encore des humiliations racistes. Le préfet Bolotte, donc préfet de Guadeloupe à ce moment-là, qu'on va retrouver, on vous en parlera un petit peu plus tard dans l'intervention, annonce que Sansky sera jugé et réprime la population. Arrestation massive, tabassage, interdiction d'attroupement et de réunion, etc. Et fin 67, une vingtaine de Guadeloupéens seront jugés et lourdement condamnés. Et lui, Sansky, il disparaît. La révolte de Basse-Terre, elle est à la fois l'écho d'une crise sociale profonde et de l'émergence d'un militantisme anticolonial radical qui est représenté notamment par le Gong, même si c'est une révolte qui est spontanée et absolument pas organisée par le Gong. Mais le pouvoir colonial, qui cherche de toute façon à maintenir absolument le statu quo départemental, perçoit le risque insurrectionnel à ce moment-là en Guadeloupe et prépare dès les événements du 20 mars une répression de type militaire sur tout soulèvement, avec dans sa ligne de mire l'organisation du Gong. Donc oui, à Basse-Terre, ce qui est important de voir aussi, c'est que y a beaucoup de jeunes, comme disait, comme en décembre 59 à Fort-de-France, comme disait Gary précédemment, à Basse-Terre, il y a beaucoup de jeunes. Donc il faut noter qu'à ce moment-là, après mars, en fait, le PCG, donc qui joue décidément un jeu vraiment pourri, à travers son journal L'Étincelle, il désigne explicitement le Gong à la répression. Donc en les traitant le PCG dit que les émeutes de Basse-Terre, les révoltes de Basse-Terre, c'est le Gong qui les a organisées.
il les traite de terroristes, de racistes anti-blancs, etc. Et donc voilà, il les désigne à la répression. Il les accuse aussi d'avoir posé une bombe qui va exploser dans la nuit du 23 au 24 mars à Pointe-à-Pitre, devant un magasin de chaussures du frère de Srensky. Donc des tracts signés du Gong et distribués le 25 mars au soir, appelant à la solidarité avec les travailleurs de Basse-Terre, avaient déjà attiré l'attention de l'État. Le procureur général de Basse-Terre écrit au ministère de la Justice pour demander des poursuites auprès de la Cour de sûreté de l'État. Donc l'enquête, en fait, elle commence dès le mois d'avril concernant le Gong. Et en ce qui concerne les forces de l'ordre et le préfet Bolotte, Bolotte en fait il était considéré un peu comme mou en fait dans les sphères gouvernementales et parmi les colons donc on attend de lui qu'il apporte une réponse forte après ces émeutes, sachant que Bolotte en fait il était secrétaire général à la préfecture d'Alger à l'époque de la bataille d'Alger. Et puis, Bolotte, c'est aussi le futur architecte de la BAC, en fait, qui mettra en place en Seine-Saint-Denis en 71. Oui, c'est vrai. Juste pour une petite précision quand même pour ajouter sur le contexte dans lequel les révoltes éclatent, c'est que Srensky, le propriétaire du magasin, c'est un ami de Jacques Faucard en fait. Donc Jacques Faucard, c'est l'architecte de la France-Afrique. Voilà. Et donc ça donne un peu, ce qui est caractéristique aussi à ce moment-là, c'est l'arrogance de Srensky, puisque de toute façon, en fait, il n'y aura rien contre lui. L'agression qu'il a commise, elle sera pas réprimée ou en tout cas sanctionnée. Voilà. Et c'est ça qui fait aussi que la foule s'enflamme, la population du coup réagit très spontanément contre ce système-là aussi, le colonialisme, les violences racistes et l'impunité en fait, de toute façon, des agressions contre la population. Alors il va y avoir une journée importante, c'est le 1er mai en fait, qui est appelée la surprise du 1er mai, donc par Raymond Gama et Pierre Santon qui ont écrit ce livre-là. Il n'y a rien de prévu en fait pour le 1er mai, rien de particulier, malgré les événements de mars, malgré l'agression de Balzinc, malgré des débrayages successifs dans le secteur du bâtiment, il n'y a pas de manifestation, pas de meeting de prévu. Rien n'est prévu pour le 1er mai 67. Alors, dans les quelques mairies qui sont tenues par les communistes, on prévoit une rencontre entre les travailleurs CGT, les élus, les militants, quelque chose de très tranquille en fait, mais rien de plus. Le Gong décide de mener une action à Capesterre, en mobilisant les masses et en prenant de surprise en fait, en prenant par surprise et en mettant en avant les revendications de la jeunesse. Sur la base du refus du chômage et de l'expatriation. Donc l'expatriation, c'est-à-dire le Bumidum qui est en train de vider massivement le territoire de ses habitants. Donc dès 10h du matin, il y a une manifestation qui traverse le bourg de Capesterre. Donc là, je lis un extrait. Une cinquantaine de personnes sont là. Devant le défilé, une grande banderole porte l'inscription « Vive le 1er mai ». Des drapeaux, des portraits de Mao et de Lénine et des pancartes en carton et en bois portent les inscriptions suivantes. La Guadeloupe aux Guadeloupéens, à bas le FMA, à bas le Bumidum, à bas le colonialisme, vive la révolution guadeloupéenne, du travail pour les jeunes, l'Amérique hors du Vietnam, en union avec nos frères du Vietnam. Alors la manifestation, elle est entrecoupée de prises de parole du membre du Gong, et en fait elle va faire irruption dans la salle des fêtes, et elle va interrompre la petite réception municipale. Pierre Finton, dirigeant du Gong, va lire une motion. Alors les gendarmes suivent, ils n'interviennent pas, mais ils surveillent, ils prennent des notes détaillées pour identifier les participants à la mobilisation. La mobilisation va se disperser en fin de matinée avant que les gendarmes mobiles qui avaient été appelés en renfort, avant qu'ils arrivent et donc avant qu'ils puissent procéder à aucune arrestation. Donc il y a des convocations par contre à la gendarmerie qui vont tomber dans les semaines suivantes. Ce qui est important de voir pour la suite des événements, c'est qu'il y a des gens du Gong qui vont être repérés ce jour-là lors de la manifestation du 1er mai. Et donc la révolte, pourtant, malgré cet activisme du Gong, la révolte, elle couve ailleurs. Donc comme on le disait plus tôt, le secteur du bâtiment, il connaît des débrayages depuis le début de l'année 67.
Le 23 mai, il y a une mobilisation qui va rassembler près de 450 personnes à Pointe-à-Pitre. Les négociations qui suivent n'aboutissent à rien et le mouvement va s'étaler. Et le mouvement s'est étalé dans le temps. Alors la grève, comme ultime recours, débute le mercredi 24 mai 67 par des arrêts limités sur les chantiers. Elle est suivie à 100%, donc unanimement. Les ouvriers réclament 2% d'augmentation de salaire et la parité en matière d'avantages sociaux. Donc 2%. Bon. Le jeudi 25 mai, elle s'étend en Assemblée Générale. La décision est prise d'arrêter complètement le travail sur toutes les entreprises. Le vendredi 26 mai 67 au matin, des grévistes partent sur Jarry pour une explication destinée à ceux qui attendaient des dispositions à prendre. Et d'autres se rendre ensuite au lieu de négociation. Donc ils se rendent au local pour ensuite se rassembler du côté de la CCI, qui est le lieu des négociations. Et donc tout va s'embraser le 26 mai. Donc d'après Gama et Sainton, le matin du 26 mai, il y a déjà des CRS et des képis rouges qui en fait attendent les grévistes à Pointe-à-Pitre, enfin les grévistes traversent la ville pour rejoindre la chambre de commerce. Donc à ce moment-là, il y aurait déjà eu des tirs en fait, voilà, mais pas de blessés, pas de morts. Et ensuite à la chambre de commerce, donc là il y a les négociations en cours. Vers 12h45, les négociations sont ajournées. Et un syndicaliste rapporte à la foule qui attend devant en masse que les propos de Georges Brizard, qui est en fait le représentant des patrons du bâtiment, donc le patron des patrons si on veut, et des propos que Brizard niera toujours avoir tenus. Et donc il aurait dit « Lorsque les nègres auront faim, ils reprendront le travail ». Donc la population s'enflamme, elle veut Brizard. Une compagnie de CRS arrive ensuite vers 14h30 pour l'exfiltrer. Et une partie de ces CRS-là se poste également place de la Victoire, devant la sous-préfecture. Et donc des deux côtés, les face-à-face se tendent, la foule jette des pierres, des conques de lambi, des bouteilles vides remplies d'eau, contre les CRS, donc, qui les violentent à coups de gaz lacrymo, de coups de matraque et de coups de crosse de fusil. Vers 15h, les CRS tirent sur ordre du préfet Bolotte, soi-disant pour se dégager. Mais c'est Jacques Nestor, donc un militant du Gong de 24 ans, qui reçoit la première balle. Donc, sans aucun doute, en fait, il a été désigné par le commissaire de police Canales, qui dirige les opérations à ce moment-là. Jacques Nestor, comme d'autres militants du Gong, avait de toute façon été repéré et fiché par les gendarmes en fait, qui enquêtaient depuis les événements de Basse-Terre. Jacques Nestor, donc, c'était un pêcheur, un habitant du quartier populaire de Lorissisque. Il était aimé de tous, connu pour son courage, et il meurt à l'hôpital d'une balle, d'une arme de guerre qui lui ouvre le ventre et lui brise le bassin. Peu de temps après la mort de Nestor, il y a un autre homme qui est abattu d'une balle dans la tête, et puis un troisième aussi, qui s'appelle Harry Pincemaille, et qui avait 26 ans. Et donc, après ces morts et à l'annonce de ces morts, la colère explose. Les grévistes sont rejoints par d'autres travailleurs, des chômeurs, et ils ripostent. Il y a 2 armeries qui sont notamment même dévalisées. Il y a des gens qui fuient, qui vont se mettre à l'abri des balles et des coups là où ils peuvent. Et voilà, il y a une partie de la foule qui décide aussi de riposter contre les CRS. Et en face, le préfet Bolotte, lui, il est prêt à déclencher sa guerre. Donc une citation. La même logique de la culture de répression coloniale fortifiée en Algérie lui fera obtenir sans discussion la permission de Jacques Faucard, secrétaire de l'Élysée, et de Pierre Messmer, ministre des Armées, pour l'engagement de l'armée. Le 26, un couvre-feu est décrété. Et des renforts sont demandés expressément. Et les képis rouges, donc qui sont des gardes mobiles, des gendarmes mobiles, arrivent. C'est aussi un corps qui peut tirer sans sommation. Et donc ils arrivent en fin de journée et ils mènent des patrouilles aussi, comme les gendarmes. Concernant les forces qui est là et parce que du coup il y a des contradictions, notamment sur l'heure à laquelle les tirs ont commencé, sur la présence des gendarmes mobiles,
Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, il y a un intérêt à la façon dont les choses sont racontées. Il y a un intérêt politique évident. C'est-à-dire que le préfet Bolotte, lui, quand il raconte l'histoire, il dit que les armureries ont été dévalisées et que donc après il y a eu des tirs en fait. Bon bref, il organise. Enfin voilà, il y a une vérité qui s'organise, une vérité officielle qui s'organise pour justifier les tirs et pour justifier la répression. Et pour dire aussi que, l'intervention des gardes mobiles, elle est arrivée tardivement et parce que parce qu'il n'y aurait pas eu le choix. Donc à la fin de la journée du 26 mai, on compte peut-être un peu moins d'une dizaine de morts, dont 5 identifiés, et des dizaines de blessés. Donc la répression est terrible. Quelqu'un comme Camille Taré, qui est un des morts identifiés dont le visage est connu, c'est un employé à l'hôpital. Il est abattu froidement en soirée par des gendarmes mobiles. Et lors de la veillée funèbre pour Camille Taré, il tire de nouveau et il tue Aimé Landre, un de ses amis d'enfance. Donc il y a des témoins qui racontent que des blessés ont disparu de l'hôpital de Pointe-à-Pitre, c'est-à-dire que voilà, des gens qui travaillent à l'hôpital de Pointe-à-Pitre, à un moment il y a quelqu'un, il se retourne, il n'y a plus personne, c'est-à-dire qu'il y avait des rafles partout tout le temps, et de même pour certains corps, c'est-à-dire qu'il y a je ne sais plus comment Monsieur Gravery qui a voilà, sa famille l'a reconnu à sa main parce qu'il était méconnaissable. Ils l'ont reconnu à l'hôpital dans un état très très critique, donc sur le point de mourir. Et ils ont jamais retrouvé le corps en fait. C'est-à-dire que il est mort, hein, ça c'est sûr, mais le corps a jamais été retrouvé. Donc voilà, donc ce soir-là, il y a des rafles à domicile, des personnes surprises dehors, en général des gens qui sont juste sortis parce qu'ils n'avaient pas le choix de sortir, sont visés, tabassés, enlevés et torturés. Donc Hubert Jazor, qui est libraire, qui a été ramassé et tabassé, il rapporte avoir entendu des képis rouges dire « les morts, on les fout à la darse », c'est-à-dire à l'eau, c'est-à-dire on les jettera à l'eau. Parce que c'est une question, comme la question des victimes, du nombre de victimes, elle reste toujours posée. La question, c'est s'il y a d'autres victimes, où sont les corps, quoi. Le matin du 27, des jeunes, donc lycéens, étudiants, ils partent en manifestation du lycée Bainbridge vers la sous-préfecture pour manifester contre le pouvoir assassin. De nouveau, les képis rouges et les CRS attaquent et la ville s'embrase encore une fois. Des nouvelles victimes tombent sous les balles des forces de l'ordre. En fin d'après-midi auront lieu les funérailles de Jacques Nestor ainsi que celles de 2 autres victimes. Le 28, le calme revient. Et le 30, en préfecture, le patronat va signer une surprenante augmentation de salaire de 25%. Vous vous souvenez, je vous ai dit au départ 2%. Donc là, on accorde une augmentation de salaire de 25%. Dans le même temps, la répression judiciaire elle est massive. Donc il y a environ 70 Guadeloupéens qui sont arrêtés sous des inculpations de droit commun pour certains, violence, attroupement, destruction, etc. Ou sous des inculpations de séparatisme pour d'autres. 15 personnes arrêtées soi-disant en flagrant délit comparaissent au tribunal dès le 31 mai. Le 7 juin, les condamnations tombent, allant de 6 mois avec sursis à 30 mois ferme. En décembre 67, à Basse-Terre, ce sont 29 inculpés qui sont jugés pour les événements de mars 67. Les condamnations vont de 3 mois avec sursis à 2 ans ferme. En ce qui concerne la répression plus large d'un point de vue politique, l'État français va pouvoir maintenant déployer la répression qu'il préparait contre les militants indépendantistes radicaux ou bien qu'il assimile aux indépendantistes radicaux comme le Gong. Donc ça va donner lieu en fait donc dès juin 67, mais même au moment des événements, hein, les arrestations concernent les membres du Gong et des militants qui y sont associés. Donc par exemple les gens du journal Le Progrès Social comme Félix Rode et des gens comme Gérard Lauriette qui sont proches du Gong sans en faire partie, qui sont des militants, quoi. Donc ces gens-là vont être pour ceux, il y a des militants du Gong qui sont à Paris, donc qui sont arrêtés à Paris. D'autres ceux qui sont en Guadeloupe sont arrêtés en Guadeloupe et déportés en France et enfermés dans les prisons de Fresnes et de la Santé. Donc dès ce moment-là, les soutiens vont s'organiser.
Et donc c'est le 19 février 68 à Paris, devant la Cour de sûreté de l'État, que va débuter le procès de 19 Guadeloupéens, défendus par un collectif d'avocats dont Camille Darcière, Georges Gracian et Félix Rode lui-même, qui fait partie des inculpés. Donc il y a 19 inculpés, il y en a un qui n'est pas là, qui est parti en marronnage, c'est Théodore. Alors le procès va être plutôt médiatique parce qu'il y a quand même une mobilisation à la fois en Guadeloupe mais en France aussi, une mobilisation importante. Donc le procès il va être plutôt médiatique, il va durer 2 semaines. Alors l'État veut faire peser sur le gong la responsabilité des révoltes et des morts. Et donc, c'est sur ça que les inculpés vont être interrogés là-dessus et sur leur responsabilité individuelle au sein du gong, sur leur lien avec l'Algérie, sur le positionnement du gong par rapport à l'usage de la violence, sur leur projet par rapport à l'État français, contre l'État français. Mais les inculpés vont refuser de jouer le jeu et finalement, le procès va devenir une tribune pour défendre leurs revendications politiques. Le choix des inculpés va aussi être d'accepter en fait les soutiens d'où qu'ils viennent, même si ça vient de personnes avec lesquelles ils ne sont pas forcément en accord politiquement. Ça sera par exemple le cas d'Aimé Césaire qui va venir témoigner au tribunal en leur faveur, alors que bon voilà, il fait pas du tout l'unanimité dans ce milieu-là. Alors finalement, le verdict qui tombe, c'est 13 acquittements et 5 condamnations de 3 à 5 ans de prison avec sursis. Donc, et toutes les peines en fait, vont être ensuite amnistiées par la loi du 30 juin 69. Ce qui est évident, c'est que le procès démontre que le gong n'a pas organisé du tout les événements de mai 67 et que ce procès, c'est une fabrication. C'est une fabrication. Donc il y a un autre procès qui a lieu en 68, début avril, c'est celui d'autres inculpés de droit commun et politique qui étaient détenus, eux, en Guadeloupe. Donc le verdict, c'est 9 relax, 11 condamnations allant de 1 à 3 ans de prison avec sursis et 6 condamnations à des peines de ferme de 1 à 18 mois. La question après ça, c'est quelle mémoire et quelle justice pour mai 67, parce qu'il faut voir aussi que à un moment, la victoire judiciaire, elle a quelque peu éclipsé la lutte qu'il a fallu déployer pour ce combat judiciaire-là. Ça a un peu éclipsé la question de la véritable justice pour mai 67 sur le moment, en tout cas, quoi. Et aujourd'hui, on se retrouve avec sans véritable bilan et sans véritable justice, en fait. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a toujours que 8 morts identifiés, en fait. Mais voilà, il y a, en tout cas, les témoignages laissent à penser qu'il y en a plus. En 85, il y a Georges Lemoine, qui était secrétaire d'État au Dom-Tom, qui a avancé le chiffre mystérieux de 87 morts, à la surprise générale, parce que voilà, personne ne savait d'où il sortait ça, et lui-même ne le sait plus quand on lui demande. C'est assez mystérieux, parce que quand il explique, c'est assez rocambolesque, mais en même temps, de quel intérêt il avait, lui, à sortir ce chiffre-là, quoi. En tout cas, aujourd'hui, 50 ans après, le nombre exact de morts et de blessés, il reste inconnu. Alors, est-ce qu'il y a eu une enquête Ce qui est sûr, c'est que des militants, inlassablement, ont fait des appels à témoins. Il y a des gens qui ont travaillé pas mal là-dessus, sans forcément obtenir des gros résultats. En tout cas, il y a une recherche militante qui s'est faite assez rapidement et assez longtemps. Et d'un point de vue officiel, donc en 2014, Georges Pau Langevin, qui était alors ministre des Outre-mer, qui a lancé une commission d'information et de recherche historique, qui était présidée par Benjamin Stora, historien.
Alors la commission, elle avait pour objet de faire le point sur 3 événements. Bon, déjà, voilà, c'est une commission d'information et de recherche historique, hein, donc c'est déjà assez neutralisé d'entrée, hein, il n'y a pas de pouvoir judiciaire en fait. Et donc l'objet, c'est faire le point sur les révoltes de décembre 59 en Martinique et leur répression, sur le crash du Boeing 707 en 1962 en Guadeloupe, dans lequel il y avait Albert Béville, Justin Cataillé, le militant, le député guyanais autonomiste, et sur les événements de mai 67 en Guadeloupe. Alors le rapport concernant... bon, déjà, le rapport il a été rendu en retard. Et concernant mai 67, il apporte pas d'éléments conséquents. Il a tout de l'écran de fumée, en fait. Et parce que bien souvent, il se contente de faire une espèce de recensement de ce qu'il y aurait en ligne. Et quant à... il n'y a pas de prescription. Il n'y a pas vraiment de prescription pour une véritable enquête. Il est dit, bon, ce qui sonne un peu comme voilà, qui est assez, comment dire, problématique pour le moins. Il est dit que il faudrait, pour savoir si par exemple il y a eu plus de morts à ce moment-là, il faudrait faire le tour de toutes les communes et faire, voir si d'un point de vue des permis d'inhumer, il y en a eu plus à l'époque. Et notamment en voyant au niveau religieux, parce que les gens n'ont pas forcément fait la demande. Enfin bref, il est dit que ça nécessiterait un travail trop important de savoir. Donc c'est quand même des gens qui ont été payés, hein, qui ont dû faire ce boulot-là. Il est dit que ça nécessiterait un travail trop important localement pour en savoir plus sur le bilan, sur le vrai bilan. Après voilà, même si cette recherche elle est nécessaire, et même si effectivement c'est important de savoir le bilan, voilà, ce qui est important pour nous, c'est que c'est pas le, comment dire, c'est pas le nombre de morts qui va changer la gravité du massacre, mais c'est bien la volonté délibérée d'apporter une réponse militaire et criminelle à un mouvement de revendication sociale. Et encore une fois, il s'agit bien du message qui devait être passé à la population à ce moment-là. Et vous voyez bien qu'il s'agissait pas le problème, c'était pas l'augmentation qui était demandée par les ouvriers, mais c'est bien le maintien de la suggestion du peuple guadeloupéen. Il y a un épilogue concernant Srensky, quand même. Effectivement, puisque en fait tout à l'heure je disais après l'agression qu'il commet sur Bâle 5 et les révoltes qui suivent, je disais Srensky disparaît. En fait, il disparaît pas, réellement. En fait, il est exfiltré de Guadeloupe, notamment par l'avion personnel du préfet. Et puis, il y a une procédure contre lui pour violence et voies de fait qui aboutit à un non-lieu au TGI de Paris en 1970. Et à ce moment-là, Srensky, il se retourne contre la commune, donc, à qui il demande réparation pour le préjudice. Et la commune se retourne contre l'État, qui finit par verser à Srensky donc, l'équivalent de 80% de ce qu'il demandait pour le préjudice qu'il a estimé, donc ce qui correspond à environ 800 000 francs. Voilà, donc ce qu'on voit, après effectivement la répression judiciaire contre les Guadeloupéens et contre le GOND, donc la justice, là elle fonctionne que dans un sens, hein, elle fonctionne contre le peuple et les militants anticolonialistes, et là il y a des réparations qui sont accordées à la personne qui est l'agresseur en fait dans l'histoire du 20 mars. Voilà, et ça c'est un motif qu'on retrouve dont tu parleras tout à l'heure. Voilà, dans les relations entre les béquets et la population guadeloupéenne, et qui n'est pas sans rappeler sans les indemnités qui ont été versées effectivement aux esclavagistes après l'abolition en 1848. Alors que devient le gong après les événements de 67 ?
Donc le gong a subi une répression et forcément ça va laisser des dégâts, hein, ça va faire des dégâts. Donc le gong va éclater et scinder essentiellement en deux groupes. Le premier groupe se rassemble autour des journaux Charles Tounet et Zépon et souhaite construire une formation politique révolutionnaire. L'autre groupe, celui des démissionnaires du gong, il souhaite s'engager dans un travail de terrain. En fait, il est dirigé par les camarades Jean et camarade Max. Max, en fait, c'est Sonny Rupert, en fait. Et donc, ils vont partager pendant plusieurs mois le travail et le quotidien des ouvriers agricoles et mener une recherche approfondie sur leurs conditions de travail, sur leur vécu au niveau des luttes dans la région de Sainte-Rose. De là va naître la force du syndicalisme, d'un certain syndicalisme guadeloupéen. Donc va naître l'UTA, donc en décembre 70, et de l'UTA naîtra l'UPG et l'UGTG, du coup, qui sera fondé en décembre 73. Donc l'UGTG, qui est aujourd'hui l'une des forces syndicales et politiques en Guadeloupe et qui est au cœur d'une lutte permanente pour les travailleurs et contre l'État colonial. Juste en termes de massacre colonial, on peut dire aussi que mai 67 ne sera pas le dernier. En 74, il y aura notamment la tuerie de Chalvet, que l'État colonial tuera aussi en 71 en Martinique Gérard Nouvet lors de la visite de Mesmer. Et voilà, il y en aura encore d'autres, même si 74 et Chalvet, c'est une histoire vraiment importante et qui tourne vraiment une page. Mais encore une fois, ça c'est une autre histoire. Donc, du coup, pour conclure un peu tout ce qui a été déjà présenté en détail, donc comme on a vu, mai 67, donc c'est à la fois la répression donc d'une révolte populaire après un acte raciste, la répression de mouvements de grève. Donc c'est aussi des morts et la non-reconnaissance, puisque comme on vous disait jusqu'à ce jour, il n'y a pas de chiffre. Enfin, il y a un chiffre officiel, mais qui, selon les témoignages, fait état d'une large sous-estimation. Et du coup, pour rebondir sur ce qu'Estelle disait, à savoir le fait que le propriétaire qui, en mars 67, avait lâché son chien sur un Guadeloupéen, et donc avec un motif raciste, etc., et ce qui avait déclenché les révoltes de mars 67, il a obtenu, entre guillemets, des réparations parce que son magasin a été saccagé dans le cadre de la révolte. Donc ça renvoie à une histoire longue d'injustice de la part de l'État colonial qui a l'habitude de réparer les bourreaux et de réprimer et condamner les victimes. Donc Estelle a fait mention déjà de la question des réparations, c'est-à-dire de l'indemnisation des esclavagistes à l'abolition de l'esclavage. Donc c'est l'abolition de l'esclavage, donc on en a parlé plus tôt, donc 1848 c'était la deuxième abolition. Et l'article 5 du décret d'abolition précise la chose suivante: l'Assemblée nationale réglera la quotité de l'indemnité qui devra être accordée aux colons. Donc, elle fut réglée le 30 avril 1849. Et donc, les colons, en fonction de chaque île, ont reçu un montant par nombre d'esclaves. Donc, par exemple, les esclavagistes de la Réunion ont reçu 711 francs par esclave. Il y en avait environ 60 000. Ceux de Guyane, 624 francs sur 12 000 esclaves. Guadeloupe, 469 francs sur environ 87 000. Donc, voilà, c'est des exemples comme ça. Et donc, ça veut dire que dans le processus même d'abolition de l'esclavage, il y a déjà la marque de l'injustice de l'État colonial qui indemnise les bourreaux.
Et donc, du coup, ça permet de réfléchir au récit eurocentré de l'abolition de l'esclavage. C'est-à-dire que là, à un moment, tu nous as parlé de la manière dont l'histoire est écrite. Donc, quand on voit comment l'histoire de mai 67 est écrite avec des dénis, avec une dénégation de la violence de l'État, etc., on peut remonter jusqu'à la question même de ce moment qui est perçu comme un moment fondateur, 1848, moment où, soi-disant, c'est l'égalité dans les territoires qui deviennent les dom-toms. Pas à ce moment-là, bien sûr, mais qui deviennent des départements français ou qui deviennent qui sortent du statut de l'esclavage pour devenir des colonies, etc. C'est que dès ce moment fondateur, le passage de l'esclavage au statut colonial est construit sur le maintien, en fait, des privilèges de ceux qui étaient les anciens maîtres, qui deviennent les nouveaux patrons. C'est-à-dire que la masse qui était la masse esclave devient la masse, on va dire, exploitée de travailleurs, puisque à l'abolition de l'esclavage, les anciens esclaves n'obtiennent rien, c'est les bourreaux qui reçoivent une indemnisation. Donc, en fait, les anciens esclaves vont travailler chez leurs anciens maîtres qui deviennent leurs patrons. Donc déjà, ça c'est important de comprendre que la manière dont l'abolition de l'esclavage nous est racontée, elle ne nous parle pas des motivations économiques déjà de l'abolition de l'esclavage, c'est-à-dire qu'avant même l'indemnisation, l'abolition de l'esclavage dans le contexte européen, il y a toute une réflexion de la part des économistes libéraux sur le fait que ce serait plus avantageux d'abolir l'esclavage après la révolution industrielle. Donc ça, c'est important de se rendre compte que ce n'est pas des motifs humanistes qui ont été les principaux moteurs de l'abolition de l'esclavage. Ensuite, donc, comme je vous disais, l'indemnisation. Donc, ce récit eurocentré de l'abolition, c'est-à-dire la France bienfaitrice, etc., c'est un exemple fondateur de comment ensuite, toutes les répressions qui vont avoir lieu, en fait, l'histoire va toujours être racontée pour donner à la France la part belle et convaincre qu'en fait, les populations antillaises ont un avantage à rester françaises puisque c'est la République qui les a libérées, etc. Alors qu'à chaque fois, toutes les transformations que ces territoires connaissent, ce sont des transformations qui ont pour but, alors on va dire assez paradoxalement, mais c'est des transformations qui, au contraire, assurent la pérennité de l'État colonial au moment où il est dans une situation de crise et que tel système ne va pas perdurer. Donc ça, c'était important de faire le lien entre cette réparation que ce commerçant a eue en 67 avec dès 1848, l'indemnisation des esclavagistes. Et aussi, comme autre exemple d'injustice, donc là, on parlait de la Guadeloupe, mais c'est quand même quelque chose à mentionner, c'est le fait que, par exemple, des esclavagistes sont indemnisés, mais lorsque Haïti prend son indépendance, donc je fais l'histoire courte, la nouvelle République haïtienne doit payer ce qui est appelé une dette sous peine d'être envahie, etc. Donc au départ, le montant était fixé à environ 150 millions, mais après il a été réduit à 90 millions. Donc tout ça, c'est pour montrer que on est dans un système colonial qui a toujours favorisé l'exploitation et le maintien d'une classe dominante au profit des populations afrodescendantes de l'île. Et que les transformations, donc ça je reviens à ce que Gary disait au début, c'est-à-dire que les transformations, donc passer de société esclavagiste à société coloniale et aujourd'hui département français, c'est le maintien d'une domination coloniale sous des formes à chaque fois renouvelées. Donc ça c'est important de le comprendre. Et du coup, mai 67, c'est quelque chose qui est dans l'actualité, enfin en tout cas qu'on doit remettre dans l'actualité de nos luttes, de la même façon que les révoltes esclaves doivent être, même si ce n'est pas les mêmes contextes, mais c'est-à-dire penser la continuité des résistances afrodescendantes. Donc ça c'est très important parce que justement, le récit d'une France bienfaitrice, il se construit dans le même temps en niant le fait qu'il y a toujours eu des résistances et qu'il n'y a pas eu de passivité et on va dire d'aveuglement quant à la dimension de domination. Donc peut-être finir sur le fait que les répressions ont toujours une actualité. Un exemple récent, c'est en 2015, c'est un syndicat qui a été mentionné rapidement qui s'appelle la CGTG qui... après qu'un groupe béquet, voilà, et après une grève, en gros, un groupe dans un centre commercial qui appartient à un groupe béquet, donc à Milénis, il y a eu des licenciements qui ont été justifiés pour des raisons de mauvais résultats économiques, un mensonge de cet ordre-là, mais en fait, ça a été prouvé que les licenciements étaient injustifiés.
Et du coup, la CGTG a organisé des manifestations dans le lieu où les gens ont été licenciés. Et en fait, dans leur tract, ils ont dit, par exemple, en citant la famille qui est propriétaire de l'hypermarché, ils ont écrit que donc, cette famille, c'est la famille Huyghe Despointes. Donc, c'est une famille de béquets de Martinique, mais qui possède des entreprises en Guadeloupe. Et donc, ils ont écrit que la famille Huyghe Despointes a bâti sa fortune sur la traite négrière et l'économie de plantation, etc. Et pour ce passage-là, la famille Huyghe Despointes a accusé en justice de diffamation le syndicat CGTG. Donc, c'est-à-dire pour avoir rappelé une vérité historique, à savoir que cette famille, c'est une famille de béquets qui s'est enrichie par la brutalité coloniale et esclavagiste. La CGTG s'est retrouvée devant les tribunaux et elle a été condamnée à payer 53 000 euros à la famille Huyghe Despointes. Donc forcément, il y a eu des articles qui ont été écrits, des soutiens et un mouvement, en tout cas, pas forcément très largement populaire, mais un mouvement là-dessus. Et donc ça, c'est un exemple récent, je disais 2015, du fait que même si la répression coloniale ne prend plus forcément les formes par exemple, d'envoi de militaires qui vont tirer dans la foule, etc., il y a d'autres moyens de réprimer et de mettre à mort. En fait, c'est une mise à mort d'un syndicat, de lui demander, par exemple, 53 000 euros. Donc il y a d'autres moyens. Et donc en fait, voilà, on n'est pas sorti des rapports coloniaux entre la Guadeloupe et la France. C'est juste que l'État colonial a intérêt aujourd'hui à pratiquer une forme de pacification. Mais malgré tout, on n'est pas sorti de ces rapports coloniaux. Et dans le cadre des 50 ans, comme on vous disait au début de mai 67, je pense que c'est important de rappeler que voilà, les luttes anticoloniales ne sont pas mortes. L'UGTG, c'est un des acteurs qui lie la question anticoloniale et la question syndicale. Et donc voilà, il y a encore des gens qui sont là pour lutter. Et même si la domination coloniale, elle passe par des stratagèmes qui correspondent aux défis de l'époque, parce que certaines choses ne peuvent plus être avancées comme elles pouvaient l'être avant. Mais voilà, il y a toujours une résistance, et donc je terminerai là-dessus, sauf si vous voulez rajouter quelque chose. On peut juste ajouter, et ça vaut en Guadeloupe comme en Martinique, que aujourd'hui l'envoi de forces répressives se justifie généralement par un discours qui est un discours global sur la violence, donc qui serait la violence des jeunes, donc tout ça complètement déconnecté des réalités sociales. Et donc il y a eu donc notamment on va dire pour l'année qui vient de passer, voilà, tout un discours là-dessus, ce qui permet de masquer le fait que il y a une situation sociale catastrophique, il n'y a pas de travail, il y a des conditions de vie qui sont catastrophiques. Et présenter la situation sociale sous cet angle-là, de la violence et la violence des jeunes et la drogue, etc., comme si c'était quelque chose d'atavique ou de congénital, sans remettre ça dans son contexte, ça permet d'envoyer des forces répressives, et tout encore une fois, en donnant l'impression qu'on fait quelque chose pour les populations. C'est bien, on leur envoie la police, on leur envoie des forces de répression, quoi. Alors que on peut pas parler de la violence en Guadeloupe, en Martinique, sans nommer d'où vient la violence initiale, en fait. D'où vient la violence initiale, et ça vient de l'État colonial, et ça vient de l'État dans lequel il maintient ses territoires. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Dario. Je suis guadeloupéen. Bon, suite au débat, quoi. Maintenant, j'aimerais que les gens se posent une question. C'est aussi, même les fondamentaux familiaux, c'est pareil. C'est comme pour élever un enfant, pour éduquer un enfant. On dit, nous, la France, la mère patrie. Donc, on est les enfants de la France.